des mots pour dire qui on est, qui on veut devenir. Des mots qui crient, des mots qui pleurent, des mots qui rient, des mots d'amour couchés sur le papier. Économiste indépendant, Yannick Marcil s'intéresse particulièrement au secteur des politiques d'innovation, aux hautes technologies et à l'économie des arts et de la culture. Conférencier, formateur, il est aussi l'auteur de nombreuses études financières et très actif sur la toile. Il signe entre autres une chronique hebdomadaire en art visuel sur le webzine Radeville. Monsieur Marcil, bonjour. Pouvez-vous nous dire quelques mots sur les titres que vous avez choisis? Le choix était difficile parce que la lecture nous transforme et je cherchais à choisir 3 ouvrages qui m'avaient marqué relativement jeune. Donc les 3, je les ai lus, c'est 2 des 3, je les ai lus en début de vingtaine, un 3e un peu plus tard. Donc il s'agit du Quatuor d'Alexandrie de Lawrence Durrell, des Braises de Sándor Márai et de la correspondance entre Gustave Flaubert et George Sand. De ces 3-là, je vous dirais que le Quatuor d'Alexandrie est le plus marquant à vie. C'est un roman que j'ai lu, j'avais 19 ou 20 ans. Enfin, c'est 4 romans. C'est un livre sur l'amour, sur la jalousie, sur les relations humaines qui sont complexes, dites et non dites. C'est un roman superbement écrit, très très bien traduit d'ailleurs en français. L'auteur a vécu 40 ans en France à la fin de sa vie et a lui-même revu la traduction. Un roman qui a été écrit à la fin des années 50, donc entre 57 et 61 de mémoire. Les 3 premiers volets de la quadrilogie reprennent les mêmes événements par les yeux de 4 personnages différents, ou 4-5, mais disons 4 personnages principaux, et bien sûr les 3 personnages titres des 3 premiers romans. Et cette quadrilogie est une espèce de cathédrale dans laquelle on peut se perdre complètement et c'est ce qui fait la beauté de ce roman-là. On est transporté à Alexandrie, dans une Alexandrie qui n'existe plus et d'ailleurs qui meurt un peu à la fin du 4e roman. On voit la déchéance d'Alexandrie qui devient très industrialisée, qui perd de tout son romantisme colonial de l'entre-deux-guerres. Donc, c'est un roman sur le mensonge, comme je le disais, sur la jalousie, sur ce qui n'est pas dit, sur ce qui fait le ciment des relations humaines. Et c'est un peu le fil conducteur des 3 ouvrages que j'ai choisis. Les Braises de Sándor Márai est un peu la même chose, où on retrouve, à peu près à la même époque d'ailleurs, pendant la Deuxième Guerre mondiale, 2 vieux copains qui ne se sont pas vus depuis une quarantaine d'années. Et qui s'interroge, en fait, le roman s'interroge sur la relation d'amitié, qu'est-ce qu'elle peut conserver après toutes ces années. Il y a une intrigue à l'intérieur de ce roman-là qui est en fait le cœur de la dynamique de l'écriture, mais qui est un peu secondaire. Dans le fond, c'est une vaste réflexion sur l'amitié, qu'est-ce qu'on peut garder des amitiés, qu'est-ce qui fonde les amitiés, et qu'est-ce qui font des relations humaines en général. Là aussi, il y a beaucoup de non-dits, de mensonges, de qualités et de défauts humains, etc. Donc, un roman sur l'amitié, est-ce que vous diriez que cette lecture correspond à une époque particulière de votre vie? Oui, effectivement. À ce moment-là, j'avais de mémoire, je devais avoir fin vingtaine quand je l'ai lu. C'est une époque où, d'abord, je suis économiste, comme vous l'avez dit, donc je m'intéresse aux relations sociales à la base. On pense souvent à l'argent, à la bourse, aux finances quand on parle d'économie, mais l'économie, c'est surtout des relations sociales. Et j'étais comme en début de carrière, point de vue professionnel, point de vue personnel, comme à peu près tout le monde à la fin vingtaine, en définition un peu de ce qu'on est comme adulte maintenant, avec un peu plus de maturité qu'en début de vie adulte. Et ce roman-là pose beaucoup la question de l'authenticité des relations. Donc, il y a, comme lecteur et comme écrivain, ce qui nous soumet un regard, bien sûr, extérieur, qui est le regard qui m'attache, moi, comme spécialiste des sciences sociales. Donc, comment on observe les relations sociales, mais aussi comment on en est mêlé, veut pas. Donc, on est, comme lecteur, bien sûr,
intégrés dans cette réflexion-là. On se pose nous-mêmes des questions sur nos propres relations amicales, amoureuses, etc. Et sur cette espèce de quête, je pense, qui devient de plus en plus cynique en vieillissant sur l'authenticité des relations et qui cherche à retrouver l'authenticité une fois qu'on est désillusionné de de la fin de notre adolescence. Donc oui, ça posait beaucoup de questions sur la valeur de vérité des relations humaines et ce qui est le construit social, ce qui est les conventions, etc. Ce que l'auteur rend magnifiquement bien dans ce roman-là. Et vous vouliez nous parler aussi des correspondances entre Gustave Flaubert et Georges Sand. Oui, ça c'est un des plus grands plaisirs de lecture de ma vie, que j'ai lu assez jeune aussi. Je devais avoir 18-19 ans, un truc comme ça. J'étais tombé en amour avec Flaubert. C'est mon premier coup de foudre littéraire sérieux, entre guillemets, après Sherlock Holmes. C'est Flaubert. Et je ne sais pas pourquoi, en fait, c'est parce que c'est paru à ce moment-là et que je travaillais dans la librairie à l'époque comme étudiant. La qualité de cet ouvrage, de cette édition de la correspondance de Flaubert et de Georges Sand, c'est qu'elle regroupe, comme on peut le deviner, la correspondance en ordre chronologique et réponse, question-réponse, donc lettre et contre-lettre. Ce qui n'est pas souvent le cas dans les éditions de correspondance, où on a uniquement la correspondance d'un des auteurs, donc on n'a pas la réponse, on n'a pas le dialogue. Et en plus, dans cette édition, chacune des années ou des époques importantes est précédée d'une petite explication, d'une mise en contexte historique. Donc c'est super agréable à lire. C'est tout ça pour dire que c'est super agréable à lire. Et on dit que l'amitié entre Flaubert et Sand est une des plus belles amitiés littéraires de l'histoire, à tout le moins francophone. Et c'est vraiment fascinant parce que Flaubert est un auteur qui commence à être bien assis au début de cette correspondance-là, qui est en 1863 de mémoire, alors que Georges Sand, elle, est très bien établie. C'est un monument déjà de la littérature. La correspondance se termine à la mort de Georges Sand. Et il y a une familiarité dans ces lettres-là de la part des deux auteurs, un peu plus de Flaubert, mais de la part de Georges Sand aussi, qui parlent de tout et de rien, là, autant de leur famille, de leurs problèmes de fric, de politique, de littérature, évidemment. Pour le jeune homme que j'étais, à 18 ou 19 ans quand j'ai lu ça, de voir cette familiarité, parfois grossière, mais qui datait d'il y a plus de 100 ans, c'était comme une ouverture sur l'histoire en me disant, attention, dans le fond, il n'y a rien qui a changé ou il y a peu de choses qui ont changé. Les hommes et les femmes étaient les mêmes, discutaient de leurs problèmes de loyer, d'épicerie, des petits-enfants qui étaient chiants, du beau-frère qu'on ne voulait pas avoir à Noël parce qu'il buvait trop, etc. Donc, c'est super vivant, mais en même temps, il s'est bourré de réflexions sur la vie en général, bien sûr, mais sur la littérature, sur la politique, sur Georges Sand aussi, comme femme écrivain, donc le personnage qu'on connaît, qui est enfermé dans son personnage, mais qui se livre à cœur ouvert à Flaubert. Sur les angoisses de Flaubert, ce type était complètement insupportable dans ses angoisses. Donc c'est une super belle lecture qui est une... C'est comme entrouvrir une porte sur la littérature du 19e siècle, sur la vie en France au 19e siècle. C'est une invitation à la connaissance, à la curiosité qui est, en tout cas pour moi, a été très précieuse. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Je suis en compagnie de Laurent Borrego. Laurent est libraire à la librairie Monet depuis de nombreuses années et a enseigné la philosophie au Cégep. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Anne-Pascale. Vous nous parlez aujourd'hui de 3 lectures marquantes, 3 livres qui ont été particulièrement significatifs dans votre vie. Tout à fait, oui. Le premier, c'est bien sûr l'éthique de Spinoza. Je l'ai connu très tard dans mon parcours de lecture, quoique je le croisais à gauche, à droite, en philo. Mais c'est toujours, il y avait cette, je pourrais presque dire cette légende, cette phrase de Bergson qui disait « Tout philosophe a 2 philosophies, la sienne et celle de Spinoza ». Et ça marque tout le monde et ça marque encore plus quand on tombe dans cette lecture-là. Et c'est vrai que c'est une œuvre totalement à part, géniale, marquante, parce que c'est l'archétype
je dirais pas système philosophique, mais de la philosophie de l'homme libre qui veut philosopher, qui veut partir de rien pour s'en aller vers des certitudes. Et c'est quelque chose d'absolument guide vraiment essentiel, unique. unique. Dans toute l'histoire de la philosophie. Il n'y a rien qui a été écrit comme ça. C'est la référence. C'est la référence, c'est... je reviendrai avec la phrase de Bergson, c'est vraiment... Oui, il y a tout le reste. Et à côté, il y a Spinoza, l'éthique. Ça veut tout dire. En même temps, vous rentrez là-dedans. C'est une œuvre... ça m'a marqué. Sur le tard, comme j'ai dit. C'est dommage, j'aurais bien aimé connaître ça beaucoup plus jeune, mais après, on peut plus lire de la philo. Je peux plus lire. Oui, il y a un avant et il y a un après Spinoza, pour ma part. Je ne peux plus lire aucun autre philosophe, peu importe, aujourd'hui contemporain, de Grèce, peu importe, sans toujours avoir à l'arrière de la tête Spinoza, l'éthique. Pas pour comparer, parce qu'en lisant l'éthique, vous avez justement le sentiment que c'est dépouillé de toute croyance, de tout amalgame, de tout, comment dire, d'artificialité. C'est vraiment, vous partez de zéro et vous montez, non pas un système, mais une pensée individuelle de l'individu qui parle directement. Peu importe vos croyances, peu importe dans quoi vous êtes déjà baigné, ou est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux. Non, Spinoza a cette magie d'ouvrir et de dire les choses, à mon avis, telles qu'elles sont. Puis après, c'est à nous à vivre avec, j'allais dire, l'après-coup de l'éthique. Qu'est-ce qu'on en fait après ça? Vous nous parlez ensuite de L'homme sans qualité de Robert Musil. Oui. Alors, aussi, je peux le prendre? Oui, bien sûr. Merci. Alors, L'homme sans qualité, Robert Musil, un livre de poche en 2 tomes, c'est, là je vais employer encore des synonymes, c'est l'œuvre majeure de la littérature du 20e siècle. Et là aussi, j'ai lu ça sur le tard, dans mon parcours, j'allais dire, de lecture. Ça correspond à quelle période de votre vie? Quelle période? Après mes études, là aussi, Robert Musil, je me souviens, si je peux me permettre une anecdote, où j'étais très, très jeune, dans la vingtaine, et j'avais croisé, où je travaillais, un professeur de littérature qui m'en parlait les yeux dans l'eau. Et il me disait, peu importe, moi je lui disais, je ne connais pas ça, Robert Musil, L'homme sans qualité, il faut le lire avant sa mort. Mais peu importe, dans 2 ans, 5 ans, 10 ans, mais souvenez-vous-en, L'homme sans qualité, Robert Musil. Et ça, j'avoue que ça m'a toujours poursuivi. J'avais d'autres lectures, jusqu'au jour où je me suis dit, d'accord, je m'y mets. Oui, sur 2000 pages, roman inachevé, mais effectivement, Robert Musil, il a pris, je pense, 23, 25 ans, je pense, pour écrire ça. Comme je disais, inachevé, il est mort. Mais c'est le roman total, là encore, roman philosophique, enfin, selon la classification par genre, si on veut, mais roman philosophique du 20e siècle, il couvre absolument tout à travers une histoire rocambolesque d'un frère Ulrich et sa sœur, et tous ces gens qui gravitent autour avant la guerre, avant la Grande Guerre. Et c'est là aussi, c'est d'une finesse psychologique, bien sûr, des réflexions philosophiques, éthiques, sur tout. C'est le roman total. Et après la lecture, j'ai compris pourquoi on pouvait dire, pour Robert Musil ou d'autres, c'est le roman du 20e siècle. Et ça, là aussi, si ça me poursuit encore aujourd'hui, si je l'ai encore derrière la tête, c'est toujours, non pas pour faire une comparaison, mais toujours, vous savez, quand vous avez atteint, vous avez senti que vous avez atteint là une œuvre d'art en littérature. C'est une œuvre d'art. C'est un roman total. Veut pas, ça devient un critère aussi de lecture. Non pas pour, là encore, faire une comparaison. C'est bon, c'est pas bon, selon Robert Musil, non. Mais on voit là se déployer une pensée tout à fait extraordinaire. Là. Donc, vous posez presque un regard différent après la lecture de cette... Oui, c'est pour ça que... En fait, vos lectures subséquentes sont teintées. Oui, tout à fait. Et c'est un peu comme, je reprends la définition d'un classique, c'est qu'on y revient toujours. Et
aussi, c'est toujours inépuisable. C'est ça qui fait cette force et cette richesse et ces lectures infinies. C'est parce que c'est toujours inépuisable. Le sens qu'on peut, les significations, le sens, les idées. On relit un passage au hasard parce que c'est un livre que j'oserais presque dire, même s'il y a une histoire, là, surtout vers la fin de tome 2, on l'ouvre, on lit, on tombe dans l'histoire et on tombe dans ce monde de Robert Musil, de l'homme sans qualité. Vous nous présentez ensuite la Bhagavad Gita, donc un texte sacré. Oui, tout à fait. Alors, je dois faire Dans le fond, il y a un lien dans ces 3 livres. Parcours de oui, il y a un lecteur, parcours là-dedans. Ça se rattache à un parcours de vie. Ça se rattache à une recherche spirituelle, une recherche intérieure, nourrie. Et c'est là que, bon, j'en parle, de 3 œuvres vraiment marquantes dans ma vie, dans ce parcours. C'est bien important, pour ma part en tout cas, pour me comprendre, de resituer ça dans ce parcours-là. Et ça, celui-ci, la Bhagavad Gita, commenté entre autres par Sri Aurobindo, grand maître, grand philosophe du début du siècle indien. Là aussi, ça c'est une lecture très jeune, puisque ma quête a commencé très jeune, si j'ose dire. Et ça, c'est une lecture que j'ai croisée, non pas en totalité, on s'entend. Là aussi, c'est une œuvre où on peut rentrer dedans n'importe où, n'importe quand. Mais bon, je l'ai lu à un moment donné, du début à la fin. Et c'est, en fait, de vers, c'est 700 versets, c'est très court. C'est une œuvre prise dans le Mahabharata, sauf que c'est devenu rapidement, si je puis dire, la référence incontournable en spiritualité indienne ou en spiritualité tout court. La Bhagavad Gita, peu importe à la rigueur par qui c'est commenté, raconte un peu, là je fais une comparaison, avec les grandes œuvres de la civilisation occidentale, en Grèce archaïque, Homère, l'Odyssée, l'Iliade. Ça parle de l'homme, ça met en situation l'homme avec ses problèmes, si je puis dire, intemporels, éternels, ces problématiques spirituelles. Ça parle à tout homme. C'est une œuvre universelle et je pense que si on est encore là dans 2 3 000 ans, 5 000 ans, je suis sûr qu'on lira encore la Bhagavad Gita en dehors de son cycle historique, si je puis dire, mais on va se référer encore à Arjuna, à Krishna, l'incarnation de Vishnu, de Dieu finalement, et voilà. Qu'est-ce qu'on fait quand on est homme? Qu'est-ce qu'on doit faire? Et ça, j'avoue que là aussi, comme les 2 autres, c'est sûr, et je lis toujours beaucoup encore de livres spiritualité, philosophie. C'est toujours derrière moi. C'est la référence. C'est comme si ce que je lis passait je dirais pas au moule, mais à la moulinette de la Bhagavad Gita, cette parole éternelle où on a tenté de rassembler, d'unifier 4 yogas principaux qui sont toujours actifs là et qui cernent, entre guillemets, si on peut, qui fait la totalité dans le fond de l'homme et de sa problématique existentielle. Laurent Warrego, merci beaucoup. Merci. Brigitte Lafleur est comédienne. Elle a été mise en nomination plusieurs fois au Gala des Prix Gémeaux dans la catégorie Meilleur rôle de soutien féminin. En 2005, elle remporte le prix Jutra dans la catégorie Meilleur rôle de soutien pour son interprétation dans le film Elles étaient 5. On peut la voir régulièrement dans la populaire série La Galère sur les ondes de Radio-Canada. Elle est également porte-parole du Prix des libraires 2012. Alors, Brigitte Lafleur, vous nous parlez aujourd'hui de 3 lectures significatives, 3 livres qui ont vraiment marqué votre parcours de lecteur. Oui, il y en a des tonnes, des livres qui nous marquent là, à plus grande ou plus petite échelle, là, mais ceux-là, je les aime profondément. Le premier qui m'est venu spontanément, c'est L'écume des jours de Boris Vian. Parce que, premièrement, je l'ai lu, j'étais assez jeune, j'étais une adolescente. Et puis, c'est très drôle parce qu'il a été écrit dans les années 40, 1940, je ne sais pas quoi, là. Puis, pourtant, j'avais l'impression que c'était la première fois que je lisais quelque chose d'aussi provocateur. Et tu sais, puis quand tu es adolescente, t'aimes ça, lire des...
c'est rare. Des lectures qui nous rentrent Oui, puis dedans un c'est petit peu. la puis première qui- fois. Oui, mais c'est la première fois aussi que j'étais en contact avec un auteur qui défiait les règles Oui. ou qui inventait ses propres règles. Puis on dirait qu'en tant qu'ado, des fois, tu as envie de faire ça, puis tu as envie d'envoyer chenoute la terre entière. Puis c'est un peu ça qu'il fait. Ouais. Donc, ça correspondait à un état d'esprit. Absolument, mais en plus, c'est une histoire rigolote, mais c'est aussi le premier contact avec l'absurde un peu, Oui. tu sais. Une atmosphère très surréaliste dans Absolument. l'écume des jours. Fait que c'était absolument la première fois que je lisais quelque chose du genre. Écoute, je viens de relire la première phrase il y a une seconde. Excuse-moi, j'allais lire pantoute. Bon, Caroline. J'aime quand les Dans la vie, l'essentiel est de porter surtout des jugements a priori. Fait que, tu sais, on voit un peu le Là, ton. c'était très provocateur, le ton, oui, Oui, tout à fait. puis bon, là-dedans, il y a une petite souris qui habite avec le personnage principal et à mesure qu'il perd sa fortune, son appartement rapetisse et la souris essaie de redonner de l'éclat à ce qui avait été sa demeure autrefois. Tu sais, il y a plein de petites choses absolument mignonnes. L'histoire est intéressante aussi, c'est sûr, mais je pense que ça m'a marqué beaucoup par l'aspect, la nouveauté, tu sais, puis la découverte, puis ça m'a amené à lire après ça, Ça vous a ouvert à Ionesco, d'autres auteurs, Beckett, ouais, tout ça, là, j'étais intéressée tout à coup. Et puis, justement, ça faisait un éclat avec ce que mes parents lisaient, tu sais, pas que j'aime pas les choses plus classiques. Mettons à 15 ans, là, quand tu te mets à... Ce que tu lis, c'est ce que tes parents te proposent. On va piger dans la bibliothèque de nos parents, tu sais, bien fait que souvent. c'est souvent des choses extraordinaires. J'ai découvert Arlette Couture, tout ça quand j'étais jeune, adolescente. Mais quand je suis tombée là-dessus, tout à coup, j'avais ma propre personnalité. Tout à coup, c'est comme si je me suis sentie... Ça m'a ouvert l'esprit vraiment beaucoup, puis je me suis sentie tout à coup unique, puis avoir mes propres opinions. Puis donc, voilà pour l'écume des jours que j'ai envie de relire, juste à en parler. Vous nous parlez ensuite, je crois, dans un tout autre registre, à toi Oui. pour toujours, ta Marie-Lou, Ben, de Michel Tremblay, notre grand auteur national. oui. Donc, un quatuor très poignant. Oui, ben j'avais déjà lu du Michel Tremblay avant de tomber sur À toi pour toujours, ta Marie-Lou. Cette pièce-là m'a vraiment chamboulée. C'est vraiment tellement puissant. C'est vraiment une tragédie, là, comme une tragédie grecque, là, avec catharsis, etc. et tout, mais avec des voix de personnages d'ici, ultra québécois. Donc, tout à coup, là, j'étais confrontée à en fait, j'avais envie de jouer chacun des personnages. Puis j'avais 16 ans quand j'ai vu cette pièce-là. C'était au Théâtre d'aujourd'hui. C'était dans la trilogie des Brassards. Oui. Donc, écoute, celle qui faisait Manon là-dedans, c'était Sylvie Drapeau. Ah, J'étais comédienne de même. exceptionnelle. Et je pleurais, je pense que j'ai pleuré tout le long de la pièce. Puis je me suis dit que si je réussissais un jour à jouer un de ces personnages-là, j'allais réussir ma vie. Ça allait être... Donc, une lecture très marquante. Très mon intense. Dieu. Oui. Mais oui, je l'ai lu par la suite. J'ai vu la pièce, puis après Ouais. ça, je l'ai lu. Et écoute, c'est drôle parce que peu de temps après, je préparais mes auditions pour rentrer à l'école. Alors, évidemment, je vais chercher ça. Je ne suis pas entrée à l'école en faisant « À toi pour toujours, ta Marie-Lou » parce que, écoute, tu peux pas faire ça à 16 ans puis être... tu Effectivement. n'as pas la profondeur, tu comprends pas les nuances, tout ça. Donc, j'ai pas été acceptée quand j'ai fait ça. Il fallait que je recommence. Mais en tout cas, ça a été vraiment marquant. Puis, tu sais, après, on lit plein d'autres Oui. choses. Mais quand on y retourne, il y a des chefs-d'œuvre partout, mais on y retourne et puis on redécouvre Oui. tout le temps, malgré ça a été fait dans les années 70, là, la puissance de ces mots-là, puis la profondeur de ces personnages-là. Il faut dire que les personnages m'appellent beaucoup dans la vie. Là, quand je lis, là, j'ai besoin d'avoir des personnages auxquels je m'attache, Oui, là, tout à tu sais, fait. étant comédienne. Oui. Alors, voilà, écoute, il faut relire ça. C'est tellement C'est- brillant, touchant, profond. Je me répète, mais c'est extraordinaire. Merci, c'est très enthousiasmant de vous entendre nous parler de ça. Plus récemment, vous avez lu Les souvenirs de David Fokinos, Oui. donc auteur de La délicatesse, qui avait connu un grand Je succès. pense qu'ils font un film avec ça. Oui, bientôt je en pense que France, c'est je crois bientôt. tout à fait. Oui, bien, écoute, moi, j'avais pas lu La délicatesse. C'est le premier roman de David Fokinos D'accord. que je lis. Et puis, j'ai été charmée
par sa plume qui est vraiment, Ouais. qui est vraiment Sensible, Ah, juste. oui, hein, tout à vraiment, fait, c'est ouais. vraiment adorable. J'ai lu ça, j'étais en vacances, quand ça commence bien. Puis tu sais, c'est un livre, justement, où l'humour se mêle au drame, à la tristesse, c'est des fois poétique, des fois c'est Nostalgique, beaucoup, je des fois trouve. on est complètement dans le quotidien. On passe d'une chose à l'autre, mais d'une façon vraiment très, très, très habile, puis on suit ça, c'est comme dans une vague, on se laisse emporter. C'est vraiment, vraiment, vraiment bien fait. C'est l'histoire le narrateur, en fait, est un jeune auteur qui est en manque d'inspiration, on peut dire, puis ça commence avec la mort de son grand-père, puis après ça, on va aller dans les souvenirs du narrateur tout au long, mais des souvenirs hein, d'un personnage à gauche, à droite. Un gars qui est pompiste, un souvenir de Gainsbourg. On passe à travers plein de choses, mais de façon tout à fait fluide. Puis moi, ce qui m'a vraiment, vraiment touchée, c'est sa relation avec sa grand-mère là-dedans. Vraiment, il faut dire que ça tombait vraiment à pic. Ma grand-mère a 90 ans. Elle habite encore chez elle, puis si un jour elle va Ça avait dans une résonance Ah, pour vous, totalement, alors, là, c'était très, directement poignant pour moi. Là, ouais. c'était, oui. Puis ma grand-mère ne veut pas aller en maison de retraite. Et en tout cas, bref, il y a une relation entre la grand-mère puis le fils là-dedans, originale. J'avais jamais lu ça, puis tellement vrai, c'en est déstabilisant. Puis effectivement, il y avait une résonance à ma propre histoire. Ma grand-maman que j'aime tellement. Mais pour ça, en tout cas, encore une fois, les personnages sont... c'est étonnant, puis c'est plus vrai que nature. Des fois, il nous dit des choses qu'on n'a pas nécessairement envie d'entendre, mais c'est la réalité, puis c'est le même. Puis on fait, ah oui, moi aussi, des fois, je me sens même. Tu sais, c'est un bon auteur, c'est une belle histoire. Des réflexions donc sur la vieillesse. Oui, beaucoup. Les maisons de retraite, vous en parliez il y a quelques instants. Ouais, c'est quand même des questions sociales qui concernent tout le monde, finalement. Oui, la donc, famille, l'amour aussi, tu sais, plein de thèmes aussi qui abordent à sa façon, là. Mais moi, c'est vraiment la partie vieillesse, les liens. Oui, c'est vraiment cette partie-là qui m'a le plus touchée, mais profondément. Très, très beau livre. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Mais ça a été un charme de te rencontrer. Merci. Des mots